Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Bonjour à tous, mon invitée d'aujourd'hui est Katia Lanero Zamora. Katia est une auteure belge de romans, de nouvelles, de podcasts. À 39 ans, elle est aujourd'hui aussi script editor chez Peyo Company. Elle est maman d'une petite fille de 4 ans et professeure de Zumba à 16 heures perdues. Dans cette discussion très intime, elle nous emmènera dans son monde intérieur, ses failles. On va parler de ce qui la met en colère, ce qui la remplit de joie et comment elle deal avec toute cette sensibilité et ce cœur grand ouvert vers les autres qui est le sien. Alors merci à elle pour cette conversation, à la fois chaleureuse et joyeuse à son image. Et bonne écoute. Bonjour Katia et bienvenue. Mais bonjour. Donc dans ce podcast, je pose des questions pour comprendre comment tu te parles à toi-même, comment c'est dans ta tête et comment tu t'en sors avec tout ça. J'espère que t'as le temps, Anne, parce que... C'est bon, on est entre nous. On y va ? C'est parti. Alors pour le point de vue un peu technique au départ, pour décrire le style général, de quoi elle est faite ta vie intérieure ? De sensations surtout, ou de mots, ou de silence ? Alors, beaucoup d'images, beaucoup d'émotions et beaucoup de musique aussi. Et est-ce qu'il y a aussi des mots, parfois ? Une voix dans ta tête ? Alors, non, justement. Alors que les mots, c'est quand même mon matériel pour travailler, pour rêver, pour m'organiser, pour m'exprimer. En fait, dans la tête, c'est surtout des émotions, une voix qui va dire des mots, mais qui n'est pas moi, que j'appelle Serge, pour de vrai. Okay. Enchanté Serge. Oui. Il est là, il est sur mon épaule souvent, il regarde ce que je fais, il commente, et moi je passe mon temps à dire « Serge, t'inquiète, tu te calmes ». Et Serge et moi, on va surtout converser une fois que le matin, j'ouvre mon cahier et j'écris à la main. Parce que la plupart du temps, quand Serge parle, il est pas très sympa. Et c'est un peu brouillon ce que je raconte. Non, jusque-là, on suit bien. Oui, ça va. Serge est ma voix terrifiée, en fait. Donc, ça va être plus des sensations, de l'angoisse, un nuage au-dessus de ma tête, où je vais me dire, oula, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Peut-être qu'il faut que je prenne mon cahier, même si, je sais pas, à mon temps de midi, parfois je vais marcher, si c'est le matin, c'est mieux. J'aime bien commencer le matin par vider ma tête et par remplir vraiment des pages de cahier avec Serge qui parle. Et souvent, à un moment donné, il y a un retournement de situation où je reprends le dessus et je dis, bon, ok, maintenant que t'as tout vidé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Parce que on va pas passer une mauvaise journée. Je déteste passer des mauvaises journées. Je t'ai bien entendu. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu as eu le droit de t'exprimer, je t'entends, je t'écoute, et maintenant je reprends les commandes, quoi. J'ai mis du temps à me faire à cette voix et à trouver des outils justement, parce qu'au début je voulais la refouler. Je voulais pas l'écouter et je me disais mais non, il ment, c'est pas vrai, arrête, laisse-moi tranquille, arrête de me suivre. En gros, c'est un peu comme un petit frère chiant en fait, Serge, qui est tout le temps à tes baskets. Tandis que à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je m'assoie avec lui et que j'ai dit bon vas-y, raconte-moi. Ok, maintenant on va déconstruire ce qui est véridique, ce qui est probable, ce qui est vrai, enfin véridique et vrai, et ce qui tient de l'anticipation négative. Pourquoi est-ce que ça devrait mal se passer ? Mais cette analyse est récente. Ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai compris qu'il fallait vraiment lui donner la parole pour qu'il se calme. D'accord. Donc sinon, jusque-là, quand il était trop envahissant, tu faisais distraction alors ou tu faisais comment ? Soit j'avais cette tendance mélodramatique à me laisser envahir et le laisser piloter ma journée. Mais je suis quelqu'un qui est profondément relié à la joie. D'ailleurs, c'est mon Kali, Cité de la joie, au guide. Du coup, il étouffait cette émotion-là. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas aller mal. Donc, j'avais l'impression un peu d'être comme dans une piscine en train de me noyer et de me débattre
avant de comprendre en fait que pour aller bien, tu peux faire la planche. Donc ça veut dire que tu dois juste arrêter de te débattre, voir ce qui se passe, voir où est la côte et commencer à nager. Ok, d'accord. Donc avant de l'écouter, j'essayais de me distraire. Donc ça voulait dire compulsion alimentaire, achat compulsif dans les magasins, essayer de me bourrer de films et de séries pour ne pas l'écouter. Et ça ne faisait qu'empirer les choses en fait. Ah oui, parce qu'il était toujours pas écouté. Il était plutôt bâillonné, quoi. Il était bâillonné et du coup c'est comme une cocotte minute, la vapeur elle finit par sortir par un endroit ou par un autre. Et je me suis rendu compte en fait que la sérénité vient aussi de regarder les problèmes en face, quoi. Est-ce que les problèmes sont là? Est-ce que c'est réellement un problème? Et ce qu'il y a avec Serge, c'est qu'il va toujours trouver un problème. Je peux aller très bien, voir où est la côte, avoir fait ma petite planche et me dire « Ok, c'est vers là que je nage ». Et tout à coup, il va trouver que non, on est en danger parce que probablement qu'il y a un requin qui nous court après. Ça ne veut pas dire que... qu'il n'y a pas de requin. Qu'il n'y a pas de requin de 1, exactement. Parce que heureusement qu'il est là aussi, Serge. Mais comment dire, il y a des moments très sereins dans ma vie, à des moments calmes, genre quand je suis en vacances ou quoi. Et là, il va trouver, ma petite voix va trouver l'interstice dans laquelle il faut aller pour casser cette sérénité, à tel point que parfois je me demande est-ce que je veux vraiment être sereine. Comme si il y a toujours de quoi s'inquiéter, il y a toujours de quoi paniquer. Et il faut faire le tri en fait, sinon moi je n'en finis jamais. On enregistre cette émission au lendemain des élections américaine, la situation dans le monde, le réchauffement climatique, c'est autant de choses qui peuvent m'empêcher de dormir. Et dans tout ça, il faut arriver à faire le tri de là, tout de suite, est-ce que je suis en danger de mort ou pas? La plupart du temps, non. Heureusement, oui. Tout à fait. Et donc, tu me disais que tu n'as essentiellement pas de voix. Donc ça veut dire que Serge n'est pas là souvent. Serge, c'est plus un brouillard, un nuage. Vraiment un état d'esprit, un état d'âme. Si je suis aigrie, si je suis agressive, si je suis triste, je me dis ok, il y a quelque chose à aller chercher et je vais lui donner la parole lorsque je me mets à écrire. Après, ça ne l'empêche pas de faire des fulgurances à certains moments et d'être vraiment comme un harceleur, quoi. Je vais donner un exemple d'un exercice qui m'a aidé à déconstruire cette voix. C'est après avoir eu ma fille, j'ai eu de très gros problèmes de confiance en moi, d'acceptation de mon corps, ce qui était un vieux dossier. Mais là, ça a été réactivé de manière puissance 10 000. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un point sur mon bras avec un feutre à chaque fois que je me dis quelque chose d'horrible sur moi, pour voir. Et j'ai commencé à 9h du matin, j'ai fini à 17h, et j'avais une 40aine de points sur mon bras. À chaque fois que je me disais... T'es vraiment gros tas, bouge ton cul, t'en fais pas assez, t'es vraiment moche. Donc des choses aussi horribles. Et à la fin de la journée, avec mon mari, on en a compté, il y en avait 40. Et on s'est dit, ça veut dire que tous les quarts d'heure, il y a un chieur qui m'insulte. Et je me suis dit, mais dans la vraie vie, comment est-ce que... tu laisserais faire ça? Ben, je ne pense pas, non. Je veux dire que quelqu'un qui te suit toute la journée en te disant des atrocités toutes les 15 minutes, c'est à un moment donné, tu résistes, tu te défends ou tu te mets en colère, quoi. Et donc, de me rendre compte que je me faisais ça à moi-même, ça m'a permis de me dire, ok, il faut que je trouve une manière, pas d'en finir, parce que ça n'en finit pas, mais de l'apprivoiser, en fait. Si j'essaie de le faire partir, c'est comme la marmite à pression, il va rentrer par la fenêtre, par la cheminée, comment je vis avec. Et c'est là que t'est arrivé l'outil du cahier. Alors l'outil du cahier, ça fait très très longtemps que je le pratique. Les pages du matin, c'est un outil que j'ai découvert dans le livre de Julia Cameron, Réveillez votre créativité, que j'ai lu en 2010. Qui était conseillé par Michael Lambert, qui est un écrivain belge et qui donnait des ateliers d'écriture, et qui avait conseillé d'utiliser ce livre, qui est fort religieux, donc il faut mettre derrière le mot foi et Dieu ce qu'on a envie de mettre, mais qui permettait, elle est américaine, hein, donc c'est un programme en 12 semaines, d'arriver petit à petit à retrouver du temps pour soi, pour sa créativité, parce que je me lançais dans la vie active, et je travaillais et je me disais comment est-ce que je vais concilier mon envie d'écrire et la vie active. Et donc Julia Cameron préconise cet outil qui sont les pages du matin. C'est de noircir à la main 3 pages avec les pensées qui nous viennent.
Si c'est une liste de courses, c'est une liste de courses. Si c'est des insultes à un collègue chiant, ce sont des insultes à un collègue chiant. Si c'est une lettre d'amour à quelqu'un qui nous manque, ben voilà. Mais c'est vraiment de le prendre le matin ou le soir et de verser sur 3-4 pages, ce qui nous vient en tête. Et ça, c'est quelque chose que je continue à pratiquer, peut-être pas tous les matins, mais souvent quand j'en ai besoin pour vider la tête en fait. C'est comme prendre une douche, laver les dents. Et d'ailleurs, ça s'en ressent sur mon humeur, parce que lorsque je suis tendue ou morose, voilà, les gens qui me connaissent me disent « mais il faudrait peut-être que tu ailles écrire là ». Est-ce que tu as vraiment écrit aujourd'hui? C'est ça, exactement. Du coup, les pages du matin préexistaient à la découverte de Serge, mais par ailleurs, ce dialogue est devenu assez conséquent à partir du moment où j'ai décidé de lui donner un nom. Parce que je me suis dit, il faut que je le dissocie de moi. Cette petite voix, il faut que je la dissocie, sinon je vais m'identifier. Oui. Tu vas trop croire ce qu'elle dit. Exactement. Oui. Et je me souviens que c'est à l'époque où on l'a nommé, parce que c'est mon mari et moi, au début on sortait ensemble, Serge, qui ne s'appelait donc pas Serge, me dictait sans cesse que j'étais incapable, vraiment, mon syndrome de l'imposteur fois 1000. J'étais justement en train d'écrire un roman qui était difficile. Et c'est Étienne qui m'a dit, mais tu lui donnerais bien un nom. Et moi, j'imaginais un truc genre Belzébuth, Abaddon, le nom d'un gros démon, parce que je l'appelais comme ça, mon démon. Et on était en train de prendre le café, et Étienne me dit, bah Serge. Et donc ça m'a... Moi, j'imaginais un prénom vraiment hyper imposant, impressionnant et tout. Et il m'a dit Serge. Et j'ai éclaté de rire. Et tout de suite, ça l'a rendu à taille appréciable d'un gros démon qui m'envahissait et qui était terrifiant. C'est devenu, pardon pour tous les Serges qui sont chouettes dans la vie, hein, mais un petit comptable qui est là avec son petit calepin et qui dit « On n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça !» Et j'ai tout de suite eu beaucoup plus de tendresse pour lui que s'il avait été terrifiant, en fait. Ouais. Et donc Serge est devenu un ami. Grâce à son baptême. Absolument, à son Serge. Prénom. C'est ça. Et du coup, juste d'un point de vue technique, comme c'est un nom de garçon, est-ce que c'est une voix plus grave que celle avec laquelle tu te parles quand tu te parles tout haut? Tu vois, tu entends ta voix quand même. Oui. Du coup, la voix de Serge, elle te parle sur un autre ton. Oui, un petit peu, un petit aigri comme ça. Quelqu'un qui... En fait, maintenant que je travaille chez les Schtroumpfs, c'est le Schtroumpf à lunettes. Le grand Schtroumpf a dit qu'on ne pouvait pas faire ceci, qu'on ne pouvait pas faire cela. Donc ça veut pas dire que c'est faux ce qu'il dit, mais c'est un petit côté Racus Potter, premier de classe, qui est aussi un personnage pour lequel on peut avoir de l'empathie en fait, parce qu'il veut bien faire. J'ai un peu contrôle fric aussi. Très contrôle fric. Ah oui, c'est ça. Parce que ce que j'ai compris avec une psychologue que je suis allée voir, qui m'a aidé justement à apprivoiser Serge, c'est qu'elle m'a fait comprendre que Serge est très sincère dans ses peurs. Les peurs sont réelles. Serge croit vraiment qu'on va crever si on fait telle ou telle chose. Il faut donc le rassurer et dire ne te tracasse pas. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, nous sortons ce texte qui est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude qu'on va mourir. Tout va bien se passer. À la limite, on va se moquer de nous, mais c'est pas grave. Ça va aller. Même là, on ne va pas mourir. Même là, on ne va pas mourir. Je pense que c'est très très lié à comment on gère nos peurs, nos blessures, et je pense que chacun les conscientise d'une manière différente. Quand on les conscientise pas, je pense que ça ressort de manière... là, c'est tout à fait une opinion personnelle, ça n'a rien de scientifique. Que ça doit ressortir d'une manière ou d'une autre sur le corps, sur des maladies, et que moi, je somatise énormément, mais un truc de fou, quoi. Je tombe souvent malade dans des moments... très tendue, ou quand je ressens des très fortes émotions, quand j'ai des très fortes émotions positives, je vais décompenser le lendemain. Donc je suis très reliée à mon corps, et du coup je préfère avoir ce dialogue pour être en bonne entente. Tout ce qu'on trimballe, je pense, nous crée cette voix qui est comme un algorithme en fait, qui est composé de toutes nos épreuves, de comment on a survécu, de comment on a souffert, et qui du coup va anticiper non mais cette personne-là fait super gaffe quoi, parce que t'as été plein de fois blessé par des gens comme ça, et si cette personne elle est sensible, elle va dire mais non en fait s'il te plaît ne me fais pas porter ce que les autres t'ont fait, je suis pas responsable. C'est ce qui s'est passé avec mon mari pour être clair. Mais donc il y a ce qu'on trimballe.
qui nous programme un petit peu à avoir une analyse des dangers auxquels on va faire face. Et parfois, les peurs peuvent nous retenir en arrière parce qu'on imagine des risques qui sont peut-être beaucoup plus terribles, parce qu'on a dû les surpasser, que ce que ce n'est en réalité. Et mon algorithme est très chargé. Tu parlais de tous ces moments où il n'y a pas de mots. Est-ce que tu sais un peu décrire ça, même si c'est évidemment un peu antinomique d'aller décrire quelque chose où il n'y a justement pas de mots? C'est vraiment l'image du nuage. J'ai un nuage au-dessus de ma tête. Il y a un nuage au-dessus de ma tête, je suis embrouillée, je sens quelque chose de négatif. Donc ça va être un mal de ventre ou une douleur quelque part, une agressivité. Je sens que si jamais on me parle à ce moment-là, je vais être agressive et décharger quelque chose sur quelqu'un ou une situation qui n'est pas liée. Et souvent, je vais devoir me dire « Attends, pourquoi est-ce que je suis de mauvaise humeur encore ? Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là ?» Et je rembobine le fil, et puis je vais me dire « Ah oui, c'est ça, c'est le message que j'ai reçu le matin de un tel, une telle, qui m'a mise en rogne, il faut que je lui réponde. » Et là, je vais commencer à réfléchir à comment faire pour résoudre ça, et une éclaircie va venir après, mais c'est vraiment, je prends la métaphore de la météo parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est tout à coup, il y a tout qui s'assombrit, un état général de malaise. Pourquoi je suis mal à l'aise ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je me sens comme ça ? Et parfois, ça tient à des conneries, où il y a, voilà, comme une écharde, quelque part, qu'il faut retirer. Et une fois que je l'ai retirée, alors ça va mieux, quoi. Ou parfois, je dois me dire, mais ça va, c'est bon, on s'en fout, c'est pas grave. Et alors, je passe au-dessus, quoi. Mais l'empreinte de l'émotion est très forte. Et va rester parfois. Si je la déconstruis pas, elle va pouvoir me poursuivre. Et comme je l'ai dit, j'aime pas être de mauvaise humeur, donc à la place de me mettre, je sais pas, une super musique, de danser dessus et d'oublier de passer à autre chose, je vais d'abord essayer de trouver où est l'écharde. Sinon, ça va revenir après. D'accord. Et en termes de sensations, du coup, dans ton quotidien, toujours dans cette quête d'un peu comprendre ce que ça fait d'être toi, est-ce que tu as souvent mal partout ? Ou est-ce que c'est souvent délié et en fait c'est ça qui permet que très vite tu ressentes dès qu'il y a une tension qui s'installe, ou est-ce que tu te sens assez en forme en général ? Le red flag, le premier, c'est que je vais me réveiller au milieu de la nuit. Plusieurs nuits d'affilée, parfois pendant des semaines, des mois. Ça m'a d'ailleurs posé problème à une époque où là aussi cet accompagnement psy m'a permis de réapprendre à dormir. Donc le red flag, ça va être le sommeil. Des compulsions alimentaires où je vais avoir envie de remplir d'une manière ou d'une autre mon corps pour un vide qui est plutôt émotionnel ou qui est plutôt une frustration. Et alors les sinus, c'est vraiment au niveau très très physique, j'ai le nez qui se bouche très très facilement, mal à la gorge très très souvent. Et alors vraiment dans des situations où ça va très loin, ça va être des problèmes de peau, quoi. Tout à coup des plaques qui vont ressortir, je ne sais pas d'où, pourquoi, à des endroits différents. C'est vraiment comme si y avait quelque chose à l'intérieur qui essaie d'affluer à l'extérieur. À un moment donné, il va falloir que tu comprennes ma cocotte. Que tu comprennes ma cocotte, c'est vraiment ce que dit mon corps. Mais le premier réflexe, c'est le sommeil. Donc Serge te réveille la nuit. Ah oui. Et là, c'est la pire horreur, les pires horreurs qui peuvent nous arriver, qui déferlent. Est-ce qu'il a un sujet de prédilection quand même dans ses craintes ou dans ses... C'est mon aspect physique. Mon aspect physique qui va revenir sans cesse. J'en ai même écrit un roman qui va sortir en juin. C'est vraiment ça qui va... l'os qui va adorer ronger, quoi. Et ça ne vient pas de nulle part, c'est de longues décennies de détestation de soi, de comparaison par rapport aux standards de beauté patriarcaux, de régime sur régime qui du coup viennent à débloquer le métabolisme, qui font que du coup la prophétie devient autoréalisatrice. Donc quand je suis le plus apaisée, genre je suis en vacances, tout va bien, et ben là tout à coup il va commencer à revenir sur le physique. Ça va être vraiment quelque chose d'ancestral où, à l'extérieur, du coup, plus rien ne va
comment dire, je vais être mal à l'aise dans tous les tissus qui vont me frôler. Je n'arrive pas à porter de vêtements dans lesquels je sois bien. Je peux pas croiser mon reflet. Je ne vais pas apprécier qu'on me prenne en photo. Je ne vais pas comprendre quand on me dit que je suis jolie ou talentueuse ou que sais-je, spitante, joyeuse, machin, tout ce que tu veux. Je ne vais rien croire. Parce que Serge, là, va chercher quelque chose qui est inscrit depuis l'enfance et qui est le truc qu'il aime bien aller titiller, qui est difficile à déloger, quoi. On a fait beaucoup de progrès, lui et moi, mais ça, il sait que c'est un bouton sur lequel appuyer pour me rendre dingue. Alors que l'adulte, celle qui a 40 ans, qui a traversé tout ce qu'elle a traversé et qui a une petite fille en plus, sait très bien comment déconstruire, mais il y a ce truc archaïque, quoi. Et ça, il aime bien. C'est ça. Et donc, de temps en temps, tu arrives à déconstruire ce qu'il dit, mais de temps en temps, juste... Juste pas du tout. Et d'en avoir parlé avec d'autres femmes suite à l'écriture de ce roman, je me rends compte que nous sommes plus nombreuses que ce que je croyais. Et que ce n'est pas parce qu'on devient adulte et qu'on est une femme épanouie que cette terreur-là ne nous quitte pas. À dire à quel point notre société patriarcale est grossophobe. Parce que j'ai l'impression parfois que Serge en profite pour me détourner de vraies questions en me soumettant ce sujet-là. Ah oui, toute l'énergie que tu mets là-dessus. J'adorerais la mettre ailleurs. En même temps, tu l'as mise dans un livre, si j'entends bien. Oui. Donc ça va porter un fruit. J'espère. Ouais. J'espère. J'ai déjà eu des retours extrêmement constructifs et touchants. Donc j'espère que ça aura été constructif. Donc là, on a parlé des mots et de la voix de Serge, on a parlé de sensations, et en termes d'émotions, tu disais que tu avais la joie facile. Qu'est-ce qui te vient d'autre facilement? Si tu devais dire un top 3 des émotions. La mélancolie. Oh là là, je suis tellement... Mais je suis mélancolique depuis toujours, hein. Ma mère me rappelait justement mercredi que quand on a déménagé pour venir habiter à Saint-Walburge, j'avais 9 ans. Et je pleurais de quitter ma maison, j'avais fait des photos, un album juste de la maison parce que je savais que c'était une étape et que je voudrais me souvenir toute ma vie. Donc déjà à 9 ans j'étais mélancolique, donc voilà, la mélancolie, la joie. Qu'est-ce que je vais rajouter comme dernière émotion? L'anxiété. Ça c'est l'anxiété. On a vu Vice Versa 2 et du coup maintenant je la visualise, l'anxiété, qui est aussi un personnage qui veut bien faire mais qui juste casse le moteur avec autant d'énergie négative. Donc je vais dire que la joie et l'anxiété se battent en constant. L'un essaye toujours, en fait comme dans le film, je suis en train de me dire, l'un et l'autre sont sur le même pied, le même ring, sans cesse. Et pour terminer cette partie un peu sur l'ambiance générale et au quotidien, j'aurais bien aimé savoir, est-ce que tu as une chanson Survivor? Bien sûr. Fame, d'Irene Cara. Je crois que je l'écoute tous les jours. Il y a une chanson qui est moins connue, qui s'appelle Rapunzel, de Daniela Mercury. C'était un hit dans les années 90, un hit d'été. Mais c'est formidable. Moi, tout à coup, je danse. Et j'ai une playlist comme ça sur Spotify où je mets toutes les chansons qui me donnent de l'énergie. Et c'est pas tellement une chanson, mais c'est un chanteur. C'est Todrick Hall. C'est un chanteur queer qui est drag queen et qui fait des chansons sur la fierté, l'estime de soi. Mais toutes, quoi. Surtout celle qui s'appelle Queen. Il dit qu'il est né pour être une queen et que personne n'en détournera. Et donc, toutes ces chansons sont très empouvoirantes, comme on dit maintenant. Lui, c'est le contre Serge, en fait. Serge ne peut pas faire de poids contre Todrick Hall. C'est pas possible. Excellent. Et en plus, allez voir les clips parce qu'ils dansent super bien et ça donne toujours plein de couleurs et c'est trop beau, quoi. Ah oui. Alors, si on va un peu avec les autres, est-ce que tu t'interroges parfois d'abord sur la vie intérieure des autres? Tout le temps. Mais en fait, tout le temps parce que déjà, je suis très très empathique. Je ne sais pas si je peux utiliser le terme hyper empathique. J'ai jamais fait, je crois que c'est un terme clinique, mais j'ai jamais fait de test pour le savoir. Mais j'ai très 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 vite de l'empathie pour des gens, mais même pour les animaux, les plantes, les objets. Donc je suis toujours en connexion avec la vie intérieure des personnes autour de moi, à tel point que la vie intérieure de quelqu'un va venir polluer la mienne.
Et que là aussi, il faut apprendre à mettre des dispositifs ou des mécanismes en place pour se rappeler, je ne peux rien pour cette personne là tout de suite, ça ne me regarde pas, je n'ai pas à essayer de l'aider là maintenant parce qu'elle est assez grande et ça l'infantilise si je le fais. Évidemment, si je peux l'aider, je vais le faire, mais pour essayer de faire la part des choses, parce que sinon, je suis un espèce de caméléon de l'émotion, c'est-à-dire que si on me met dans une pièce où il y a une tension, je vais très bien savoir de qui elle émane et je crois que je suis capable, comme une femme orchestre comme ça, d'essayer de changer l'ambiance de la pièce. Et ce qui fait que dans mon travail, où je travaille beaucoup avec des équipes, et souvent, mon travail, c'est de lire des projets de scénarios et de les critiquer pour que les auteurs et les autrices puissent les améliorer. Comme c'est tellement intime d'écrire une histoire, moi je travaille tout le temps avec l'intime des gens. Donc parfois il y en a qui pensent qu'ils écrivent une histoire et en fait moi j'arrive à lire ce qu'il y a d'eux. Ce qu'ils disent d'eux après. Exactement. Et comment arriver à se saisir de ça qui est hyper intime sans le malmener, sans malmener à personne, en rappelant qu'on est en train de parler de l'histoire et pas de sa capacité à être une bonne ou mauvaise personne, pas du tout. Donc c'est sans cesse jongler avec les émotions, l'empathie, tout le temps, quoi. Et du coup, est-ce que tu as parfois ce sentiment d'être différent des autres êtres humains, ou est-ce que, au contraire, comme tu t'y connectes peut-être plus facilement, tu dis il y a quand même une base commune chez tout le monde? Alors, je crois que tout le monde était comme moi, et du coup, ça m'a parfois, je me suis parfois percutée en fait à des personnalités qui sont pas du tout ni sensibles au sens être capable de le sentir, l'humeur des autres, qui arrivent comme ça, bam bam, avec des gros sabots, en imposant leur énergie. Et il m'a fallu du temps pour me rendre compte que ces personnes-là n'ont pas une espèce d'oreille interne pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et je pense que tout le monde en est capable. Maintenant, est-ce que tout le monde a appris à le faire? Il y a l'inné et l'acquis, et je pense que tout le monde n'a pas eu à développer ça, ou n'a pas eu envie. Mais je pense que tout le monde est capable de le faire et devrait être capable. En tout cas, moi maintenant, quand je travaille et que je sens une énergie négative, je demande à la personne de se rendre compte de ce qu'elle est en train de faire. Ce qui est un peu, comment dire, parfois déboussolant. Tu vas comme ça. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de pourrir toute l'ambiance? Un petit peu comme ça. Ou de dire, moi je travaille pas comme ça en fait. Soit tu parles d'une manière qui va être comme ci, comme ça, pour ne pas qu'on se sente comme ça. Soit en fait, on va pas travailler ensemble. Maintenant, j'arrive à le faire, je le dis pas aussi cash, je m'adapte aussi, ou alors je vais dire à la personne, écoute, ça va, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Parce que t'es venu avec ça, et en fait, ça a torpillé tout le truc, donc soit tu le laisses à la porte, soit tu as conscience que tu le dégages, en fait, et qu'on est tous conscients que sois conscient que ça, colore l'échange, la réunion. Mais donc, une fois que les gens sont conscients, souvent, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas envie d'être cette personne qui apporte un nuage gris. En fait, personne n'a envie d'être comme ça. Mais donc, c'est ça que je fais la différence entre être sensible à ce qui se passe autour, et être capable. Je crois que tout le monde en est capable. Mais que tout le monde n'a pas eu à faire attention à ce qui se passe chez le voisin, la voisine. Oui. Du coup, est-ce que tu t'adaptes beaucoup, ou tu as quand même l'impression que tu arrives à rester toi avec tout le monde, ou est-ce qu'il y a vraiment des versions très différentes de toi en fonction des gens à qui tu es? Non, maintenant j'arrive à être moi et à dire aux autres, là j'ai besoin que tu t'adaptes. J'ai un exemple qui me vient en tête, quand j'avais 25 ans, je travaillais dans un bureau où ma collègue avait 20 ans de plus que moi. Et je me souviens que quand j'arrivais le matin, j'étais bombardée de mauvaises émotions, mauvaises énergies, et elle râlait pour ceci et cela. Moi, je le prenais pas pour moi parce que c'était pas vers moi que c'était dirigé, c'était jamais... Mais par contre, la mauvaise humeur, je me la prenais en pleine face. Et je me disais, ouais, mais la pauvre, il se passe ça dans sa vie, sa maman est malade, son mari travaille beaucoup, elle est toute seule avec la petite. Enfin, je trouvais plein d'excuses en me disant, mais moi je peux encaisser en fait, et elle a peut-être besoin de décharger. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc déjà, c'est super infantilisant pour l'autre personne,
de me dire je suis plus forte qu'elle pour encaisser. Non en fait. Et infantilisant aussi parce que tu ne lui donnes pas la possibilité de rectifier le tir ou de te respecter. Parce que moi je me mettais du coup sur le côté sans me respecter moi-même. Et maintenant non, je suis plus dans une authenticité, c'est peut-être l'âge aussi, une authenticité où je vais tout simplement dire les choses quoi. Et pour terminer cette partie avec les autres, j'aurais aimé te demander, quand t'es sur les réseaux sociaux, c'est comment dans ta tête en général? Est-ce que t'es plus souvent en mode simplement curieuse, ou en mode un peu compète, ou en mode un peu parano, sur ou les en réseaux mode sociaux? c'est sympa? Oui. Je m'en protège beaucoup parce que je trouve qu'il y a moyen de passer sa vie à essayer de convaincre une partie de l'humanité de notre avis, et du coup c'est un débat hyper compliqué à avoir parce que ce sont des mots qui sont écrits dans un nombre de signes avec des nuances, t'as pas la personne en face de toi. Moi ça ne m'intéresse pas parce que du coup j'ai pas accès à l'émotion, je vois pas le visage, je vois pas le body language, donc moi je prends très très vite des choses agressivement sur les réseaux sociaux. Moi je vais partager surtout avec ma casquette d'autrice plutôt de la joie, des bonnes nouvelles, des vidéos qui me font rire ou des choses qui peuvent donner des clés aux gens qui veulent écrire, partager les anecdotes sur la vie d'autrice, parce que il y a énormément de négatifs et je fais souvent des détox où je n'y vais plus pendant plusieurs jours. Je me dis que parfois faire des partages un peu plus engagés, militants, ce serait pas plus mal pour montrer que je m'intéresse au monde. J'ai parfois peur que les gens pensent que je m'intéresse pas au monde. Parce que tu n'es pas assez sur les réseaux sociaux. À partager l'actualité, ce que j'en pense, mais je trouve que tout le monde pense beaucoup de choses, de plein de choses, donc ma foi. Et il y a beaucoup de choses à penser sur le flux d'informations qui passe. Et en même temps, comme m'a dit un ami, en même temps, si on veut savoir quelles sont tes valeurs, et si tu es engagé, on n'a qu'à lire tes livres, quoi. Je trouve que je suis déjà dans une démarche tellement prenante d'analyse du monde, de l'humain, de l'histoire pour pouvoir écrire, que en plus aller alimenter sur les réseaux sociaux, ce serait trop pour moi, parce que analyser tout ça et pouvoir en produire une œuvre dans un temps long, ça me permet de le digérer, d'avoir plein de nuances. Ce qui pour moi les réseaux sociaux ne permettent pas. Il faut être sur le brûlant, il faut être sur le moment, il faut avoir une analyse critique très claire parce qu'il n'y a pas trop de place pour le doute. Donc je m'intéresse beaucoup au monde, je ne le dis pas sur les réseaux sociaux. Je préfère apporter, j'espère, quelque chose de positif et de donner aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire, l'intuition que c'est possible et que ça peut même être drôle, qu'on n'a pas besoin de souffrir pour écrire. Une des particularités du cerveau humain, c'est qu'il peut aussi réfléchir à lui-même. Donc il sait réfléchir à plein de choses, mais en plus réfléchir à lui-même et même donner un sens, si on veut, général à la vie et aux choses qu'on traverse. J'avais quelques petites questions à te poser sur le sujet. D'abord en termes de réflexion sur soi-même. Est-ce que tu saurais décrire une évolution de ta vie intérieure au fil du temps? Comment c'était vers 15 ans, comment c'était vers 30 ans, j'ai toujours eu conscience que tout ça allait très vite passer. J'ai un rapport à la mémoire qui est assez compliqué parce que j'ai très vite compris, même enfant, qu'on ne reviendrait jamais en arrière, qu'on allait toujours vers une seule direction. Et donc je parlais de la mélancolie tout à l'heure, mais je crois que je suis née nostalgique. Donc avec une envie toujours de saisir un maximum de choses, d'impressions, de sons, d'odeurs, d'anecdotes, pour les trimballer avec moi. Donc à 15 ans, j'étais déjà mortifiée à l'idée que mon adolescence qui commençait allait bientôt finir. Donc les années guides, les années de secondaire, etc., la vie intérieure, je la partageais énormément avec mes amis à coups de lettres. Je crois pas que ça se fasse encore, ils font autrement les ados aujourd'hui, mais nous on s'écrivait des lettres, on s'enregistrait justement des cassettes que j'ai ici, j'ai des dossiers sur tout le monde. Sachez-le, les cassettes sont toujours là. Les cassettes sont là et je sais très bien dans quelle boîte. Donc cette vie intérieure était très très fort partagée avec mes amis très très proches. Par la suite, je trouve que cette proximité-là qui te permet d'avoir un miroir sans cesse... puisque c'est les années de fusion en fait, les adolescents. L'adolescence c'est les années de fusion, mais après quand tu commences ta vie adulte, les liens se distendent. C'est pas pour rien à mon avis que j'ai voulu toujours être écrivain et écrire, parce que c'est une relation à moi-même que
Entre 20 et 30, j'ai pas eu tellement de carnet intime. C'est vraiment vers 28 ans que j'ai repris les pages du matin et où en fait c'est comme un témoin donc de ma vie intérieure, c'est ces carnets. Comme s'il y avait besoin d'une validation, ça s'est vraiment passé, tu ressentais ça, voilà comment ça s'est déroulé. Et toujours avec l'envie d'avoir, de continuer à trimballer mes valises de souvenirs. Aujourd'hui, je vais moins relater des événements que vraiment me faire focus sur mon humeur, mes colères, parler à ma fille aussi dans ces carnets-là, pour toujours avoir cette trace par rapport à ce qui a été vécu. Ça permet aussi de vivre avec toutes les versions de moi. Je sais très bien comment j'étais à 15 ans, je sais très bien comment j'étais à 20, à 25. Parfois, j'ai envie de les prendre dans mes bras et de dire les gars, vous avez été fortes. Hein. Malgré Serge, malgré tout le reste. Bien ouais. Ouais. Et dans la vie en général, tu es plutôt destin ou coïncidence? J'arrête pas de faire pardon. Pour moi, les coïncidences n'en sont pas et elles servent le destin, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on comprend sur le moment. Mais à un moment donné, il y en a qui font du sens, il y en a qui n'en font pas, et c'était chouette. Mais d'arriver, mais franchement, un nombre de coïncidences complètement dingues dans ma vie où parfois je me dis, mais quelle était la probabilité qu'il m'arrive ça? Mais je pense quand même qu'il y a une boussole intérieure. Donc c'est pas vraiment le destin, je sais pas si c'est écrit. Je sais pas si c'est la loi de l'attraction, si c'est l'univers, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est inscrit très tôt en nous, qu'il y a une boussole, et que suivre cette boussole, il y a rien à faire, on arrive au bout du chemin à s'éplucher dans la version qu'on a envie d'être, quoi. Et est-ce qu'il t'arrive de pratiquer, par exemple, de l'hypnose ou de la sophro ou de la méditation quand tu en ressens le besoin, si tu en ressens le besoin? Je pense que quand j'écris, à un moment donné, j'entre en méditation. Je crois que quand je fais du sport, à un moment donné, je rentre en méditation. Quand je fais de la danse, je rentre en méditation. Donc je ne le fais pas de manière un peu instagrammable, on va dire ça comme ça, ni d'une manière ancestrale typique. Mais j'ai beaucoup besoin d'avoir des moments à moi où je vais rentrer à l'intérieur pour calmer, surtout lorsque... Maintenant, c'est quelque chose que j'accepte, par exemple, je vais en salon, en foire, pour des dédicaces. Il y a du monde, il y a énormément de contacts. On est d'une manière ou d'une autre en représentation, puisque ce sont pour la plupart des personnes que j'apprécie énormément, mais ce ne sont pas mes amis, entre les bras desquels je peux me laisser aller. Donc, il y a quand même une forme de représentation, de retenue. Et maintenant, j'ai compris que j'avais besoin, à un moment donné dans la journée, de rentrer à l'hôtel dans le silence. Voilà. Donc je vais pas écouter une méditation guidée, mais je vais mettre de la musique, je vais me coucher dans le lit ou m'asseoir et rentrer dans une espèce de calme intérieur, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt ou découvrir plus tôt dans ta vie par rapport à ta relation avec ta vie intérieure? Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que c'est ok de pas aller bien, en fait, et que c'est ok de pleurer. Moi, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Je veux dire, je suis contente, je pleure. Je suis fatiguée, je pleure. Je suis en colère, je pleure. Et c'est vrai que par l'histoire familiale où les gens de ma famille ont survécu à beaucoup de traumatismes, de difficultés, quand j'étais gamine, il n'y avait jamais une bonne raison pour pleurer. C'est-à-dire que pleurer de peur ou de quelque chose, partant d'une façon, d'un désir, comment on dit, non, d'une bonne intention, mes parents disaient, mais il faut pas pleurer. Mais il y a toujours, mais non, mais ça va, il y a pire. Si se passait ça, là, tu pourrais pleurer, mais là, pleure pas. Ils voulaient te rassurer. Ils voulaient me rassurer. Mais d'un autre côté, du coup, je crois que j'ai mis longtemps à faire confiance à ma perception d'une situation. De dire, c'est pas ok. De me dire, oh, écoute, ma collègue, elle me parle comme une merde, mais c'est pas grave, pour le moment, elle va pas très bien. Ça pourrait être pire. Bah non, en fait, tu peux dire tout de suite que ça ne te plaît pas. Voilà, en allant très loin dans des relations de couple où en fait, toujours trouver des excuses à l'autre, mais ça va, ça pourrait être pire. Bah non, en fait, tout de suite mettre des limites et s'exprimer clairement sur ses émotions, c'est très important. Donc, je veux dire que j'ai mis du temps du coup à faire confiance à ma boussole émotionnelle, de dire ok, là je suis en colère et j'ai le droit, ou bien là je suis contente et j'ai le droit.
Et donc là, tu es contente? Là, je suis contente, oui. Parce que justement, on arrive au terme de l'épisode et j'allais te demander, est-ce que tu as aimé l'exercice? Oui, c'est très intime et des questions auxquelles j'ai jamais eu à répondre. Donc, je suis curieuse de savoir si d'autres personnes, comment les autres personnes deal avec leur voix intérieure, leur vie intérieure, et si d'autres personnes vont se reconnaître dans ce que j'ai raconté de très personnel. Oui. Eh ben, merci pour ta sincérité, en tout cas, tes réponses. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de partager à propos de ce qu'on vient d'évoquer, ou plus largement au sujet de la santé mentale? Je voudrais, oui, peut-être revenir sur le c'est ok de pas être ok. Surtout dans cette société instagrammable, je vais revenir là-dessus, sans vouloir la peindre à gros traits, parce qu'il y a des choses formidables qui se passent aussi sur Instagram. Voilà, les gens s'entraident, les gens se déculpabilisent. Mais c'est ok de pas être ok, et parfois il vaut mieux accepter de pas aller bien et de mettre les choses en place pour prendre soin de soi, pour traiter quelque chose tout de suite qui restera un feu de paille qu'on aura surpassé, plutôt que de se retrouver dans des situations de santé ou financières ou de sociales beaucoup plus compliquées en fait. Je conseille le livre Les visages de nos colères de Sophie Galabru, où justement par exemple elle explique que la colère est une émotion fort qui décrédibilisée dans notre société occidentale, et pas d'aujourd'hui, de toujours, surtout la colère des femmes, et qu'en fait il vaut mieux une petite colère qui remet les limites en place, plutôt que de se retrouver dans des systèmes d'abus, de harcèlement qui font que notre santé mentale est complètement impactée, voire notre santé physique, ou les deux, quoi. Donc je voudrais juste rajouter ça, soyons en colère. Merci beaucoup. Et ben, avant de clôturer, je voudrais te laisser l'opportunité de parler peut-être de ton actualité. Oui, avec tout ça, c'est donc pas une coïncidence si tu m'as contacté pour ce podcast, puisque je suis allée vraiment dans le fond de ma vie intérieure pour écrire le bouquin qui s'appelle Restart et qui va sortir ici au mois de juin. Donc c'était par rapport à ce dont je parlais, des démons, des troubles alimentaires, du rapport à la nourriture et à l'image de la beauté stéréotypée patriarcale. Donc là, je suis allée vraiment très loin, et je sentais dans l'écriture de livre que j'allais retomber dans des comportements destructeurs. Et du coup, je me suis fait accompagner par une diététicienne, recommandée par ma sœur, qui est diététicienne aussi. Mais cette diététicienne s'appelle Mandy Rao, et en fait, elle m'a permis de garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que j'écrivais ce roman sur la beauté, le régime, etc. Et tout à coup, évidemment, comme je faisais des recherches, l'algorithme me proposait plein de régimes miracles. Et grâce à elle, c'était vraiment revenir à chaque fois. Non, tu vas pas faire ça. Ça va te détruire. Ah, ça c'est un super bon régime, mais tu n'auras plus de reins au bout de 2 ans, donc tu vas pas le faire. Et d'avoir une interlocutrice dans le réel qui permet de garder le cap, en fait. Donc ça, c'était génial. Et tu parlais de La Machine en ouverture, qui est mon dernier roman qui est paru chez ActuSF, et là ils viennent de sortir une édition collector. Donc ici, cet hiver-ci, elle est... C'est le moment d'en profiter. Voilà, c'est le moment d'en profiter, exactement. Ok, bah on mettra tous les liens aussi dans la description du podcast. Génial. Et ben merci à toi, vraiment. Merci cette belle beaucoup. Conversation. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu ici dans ce podcast. Et à bientôt alors. À bientôt. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.